30 novembre 1952, 22 heures. Vallée de Nassan, province de Son La, nord-ouest du Tonkin français. 230 km à l'ouest de Hanoï, dans les montagnes de la haute région Thaï. Sur les hauteurs qui entourent la vallée, 2 divisions régulières de l'armée populaire vietnamienne, la 308e et la 312e, occupent des positions préparées depuis 15 jours. En bas, dans la cuvette de Nassan, 8500 soldats de l'Union française attendent, retranchés dans un camp fortifié construit en 40 jours. 9 batteries de mortiers Viet Minh ouvrent le feu simultanément. En 7 heures de nuit, 5600 obus tomberont sur la cuvette. C'est la nuit qui décidera de la guerre d'Indochine pour les 6 mois suivants. L'histoire commence 6 semaines plus tôt, à Saïgon. Le général Raoul Salan, commandant en chef des forces françaises en Indochine depuis avril 1952, reçoit une note de renseignement. L'ennemi Viet Minh, sous le commandement du général Von Nguyen Giap, se prépare à un grand mouvement offensif. Objectif présumé, le nord du Laos. Traverser la haute région Thaï du Tonkin, franchir le fleuve Mekong, prendre Luang Prabang, isoler le protectorat français au Laos. Salan a passé les 6 mois précédents à observer Giap. Il connaît la doctrine du général Viet Minh, une offensive rapide et claire, portée par 4 divisions régulières coordonnées. Elle balayerait tout sur son passage si elle n'est pas arrêtée. Salan a une idée qui contredit la doctrine française conventionnelle. Au lieu de disperser ses forces le long de la route probable de Giap, il va les concentrer en un seul point. Il va construire une forteresse sur le trajet même de l'ennemi. Un camp fortifié doté d'un aérodrome opérationnel, ravitaillé par ponts aériens, garni de mortiers lourds et d'artillerie. L'ennemi, s'il veut avancer vers le Laos, devra soit contourner le camp, ce qui lui coûtera du temps, et l'exposera à des attaques françaises depuis le camp, soit prendre le camp d'assaut. Salan parie que Giap choisira le second. Il parie aussi que les divisions Viet Minh, brutalement précipitées contre des positions fortifiées avec artillerie française, saigneront à mort. Salan choisit sa forteresse, une petite vallée reculée dans la montagne. Nassan à cette époque est un simple point sur une carte, une cuvette d'environ 6 km² au fond d'une vallée, entourée de collines calcaires d'altitude moyenne. Il y a un ancien aérodrome civil français datant des années 30, en piste de terre battue, longue de 1200 mètres. Il n'y a rien d'autre. Un hameau taillis, quelques rizières. Aucun accès terrestre pratique depuis les positions françaises. L'unique voie d'accès sûre est aérienne. C'est justement ce qui plaît à Salan. L'aérodrome permettra l'approvisionnement par avion Dakota, qui vole depuis Hanoï à 2 heures de vol. La cuvette est assez large pour recevoir un camp de plusieurs milliers d'hommes. Les collines qui l'entourent, si elles sont tenues par des points d'appui français, deviennent un rempart naturel. C'est parfait. 16 octobre 1952. Le 3e bataillon du 3e régiment étranger d'infanterie, sous les ordres du chef de bataillon Favreau, atterrit à Nassan par Dakota. 600 légionnaires, principalement recrutés en Europe centrale et en Allemagne depuis 1945. Ils commencent immédiatement les travaux de fortification. Ils défrichent le terrain. Ils creusent des tranchées. Ils installent des batteries de mortiers de 81 et de 120 mm sur les points hauts qui dominent l'aérodrome. Ils construisent des blockhaus en rondins et en terre. 10 jours plus tard, le 26 octobre, le 3e bataillon du 5e régiment étranger d'infanterie arrive à son tour. Effectif renforcé, environ 1500 légionnaires au total. Simultanément, à 100 km à l'ouest, un autre théâtre s'ouvre. Le 16e octobre, le 6e bataillon parachutiste colonial, 6 BPC, sous les ordres du commandant Marcel Bijard, saute sur Tulle en pleine haute région. Mission distincte mais liée. Ralentir les colonnes Viet Minh qui progressent vers l'ouest, fixer le 308e régiment d'attaque de Giap, gagner du temps pour Salan. Bijard tient Tulle pendant 4 jours. Il repousse une première attaque le 20 octobre, puis il ordonne le repli. 600 parachutistes, avec en arrière-garde le 312e bataillon, entament une retraite de 65 km à pied à travers la jungle et les montagnes, poursuivis par 2 divisions Viet Minh. Ils marchent nuit et jour. Ils traversent la rivière Noire à gué. Ils atteignent Nassan épuisé à la fin d'octobre. Bijard a perdu 230 hommes. Il en ramène 380 vivants. Ils rejoignent la garnison légionnaire. À partir du 1er novembre,
Salan lance la construction accélérée du camp fortifié. Il envoie de Hanoï tout ce qu'il peut par pont aérien. Chaque jour, entre 30 et 50 rotations, Dakota atterrissent à Nassan. Elles apportent des sacs de sable, du ciment, des rouleaux de fil barbelés, des mines anti-chars et anti-personnel, des munitions par tonnes, des vivres, des médicaments, du carburant pour les groupes électrogènes. Le camp est organisé en 4 lignes concentriques. Au centre, l'aérodrome et les postes de commandement. Autour, 4 points d'appui secondaires. Autour encore, 8 points d'appui principaux tenus chacun par une compagnie renforcée. Sur les crêtes les plus élevées qui dominent l'ensemble, 2 points d'appui d'observation et de contre-batterie. La géométrie est calculée pour que chaque position puisse recevoir le tir d'appui des voisines. Le 12 novembre, Salan renforce la garnison. Il envoie le 1er bataillon du 2e régiment étranger de parachutistes, un REP à cette époque, sous les ordres du chef de bataillon Bréchignac. Environ 600 légionnaires parachutistes. Il envoie également 2 bataillons taille composés de supplétifs locaux qui connaissent le terrain, environ 1200 hommes. Il envoie enfin plusieurs batteries d'obusiers de 105 mm, tractées en pièces détachées et remontées sur place. Effectif total de la garnison de Nassan à la mi-novembre, environ 8500 hommes. Commandement opérationnel. Le colonel Jean Gilles, commandant de la 20e zone opérationnelle du Nord-Ouest, officier de carrière, ancien de la campagne de Norvège et de la Libération, expert des opérations défensives. Face au dispositif français, GIAP mobilise 4 divisions régulières, la 308e division d'infanterie, la plus expérimentée, à peu près 8000 combattants, la 312e division, 5000 combattants, la 316e division, 6000 combattants en réserve, la 351e division d'artillerie et de génie, avec des mortiers lourds, des canons sans recul, des pièces de campagne de 75 mm. Effectif total mobilisable, environ 23 000 combattants. Ratio de force 2 Viet Minh contre 1 Français. En terrain montagneux avec supériorité de manœuvre aux Viet Minh, c'est théoriquement suffisant. Giap a choisi son moment. Il attendra que le camp soit terminé. Il attaquera quand la garnison sera au maximum. Il concentrera tout sur une nuit. 23 novembre. Premier probing Viet Minh. Une compagnie d'infanterie légère du 312e régiment lance un raid nocturne sur le point d'appui numéro 2, tenu par une compagnie taille. Le raid est repoussé au corps à corps par les supplétifs. 12 Viet Minh tués, 2 Français blessés. Le lendemain, Giap adapte. Il envoie une compagnie mieux équipée sur le point d'appui numéro 8, tenu par la Légion. Même échec. Le raid est arrêté à 100 mètres du périmètre par un barrage de mortiers de 120. Le 25 et le 26 novembre, 2 autres tentatives sont conduites. Toutes échouent. Giap comprend. Le camp ne cédera pas à des raids ciblés. Il faudra le prendre par l'assaut massif. Le 29 novembre, la 308e division Viet Minh se met en position autour de la cuvette. La 312e division prend position sur le flanc est. La 316e division reste en réserve à 15 km. La 351e division d'artillerie déploie ses mortiers et ses canons sans recul sur les crêtes qui dominent le camp français. Distance moyenne des positions d'artillerie Viet Minh au camp, entre 800 et 1500 mètres. Portée efficace maximale des mortiers lourds Viet Minh, 1800 mètres. Les mortiers français répliqueront à travers la même distance. Le duel d'artillerie sera au coude à coude. 30 novembre, 22 h. 9 batteries de mortiers Viet Minh ouvrent le feu simultanément. Les premiers obus explosent sur le point d'appui numéro 2, sur le point numéro 4, sur le point numéro 8. En 10 minutes, l'ensemble du camp est sous le feu. Les projecteurs français s'allument sur les collines pour repérer les positions ennemies. Ils sont immédiatement pris pour cible et détruits. La garnison doit combattre à l'aveugle, à la lumière des flashs de mortier et des fusées éclairantes. Les batteries françaises de contre-batterie ouvrent le feu à leur tour. 1500 obus français de 105 mm partent dans la nuit vers les positions Viet Minh présumées. Le duel d'artillerie dure 7 heures. 5600 obus Viet Minh tombent sur le camp. Environ 2500 obus français partent en réponse. Simultanément au mortier, 2 régiments d'infanterie de la 308e division lancent l'assaut. Environ 4000 combattants. Ils avancent en 3 vagues successives depuis les hauteurs. Ils portent des perches en bambou avec du fil barbelé pour couper les défenses. Ils portent des explosifs pour ouvrir les blockhaus.
Ils portent des grenades, des fusils Mosin, des mitraillettes soviétiques et américaines capturées. Ils crient. Les officiers commandent en vietnamien avec sifflet. Les vagues descendent des crêtes vers la cuvette à intervalles de 30 minutes. La première vague est arrêtée à 300 mètres du périmètre par le feu combiné des mortiers de 120 et des mitrailleuses lourdes. La deuxième vague passe sur les cadavres de la première. Elle est arrêtée à 100 mètres du périmètre. La troisième vague passe sur les deux premières. Elle atteint le fil barbelé. Le combat rapproché commence au point d'appui numéro 8, tenu par une compagnie du 3e bataillon du 3e REI, une centaine de légionnaires. Les Viet Minh de la troisième vague sautent dans les tranchées. Combat au poignard, au pistolet, à la grenade dégoupillée à bout portant. Le commandant de la compagnie, le lieutenant Krupka, ancien légionnaire allemand ayant combattu dans la Waffen-SS avant de rejoindre la Légion en 1946, coordonne la défense du point d'appui. Il envoie ses réserves à droite puis à gauche, comblant les brèches à mesure qu'elles s'ouvrent. À 2 heures du matin, le lieutenant Krupka est tué d'une balle dans la tête. Le sergent-chef Müller reprend le commandement. Le combat continue. Au point d'appui numéro 2, tenu par une compagnie Thaï, la situation est encore pire. Le point est submergé à minuit 15. Les supplétifs Thaï, 200 hommes, sont massacrés presque en totalité. Le commandant de la compagnie française, un lieutenant nommé Barrière, se replie avec 20 survivants sur le point d'appui numéro 1. Le trou dans le dispositif est repéré immédiatement par Gilles au poste de commandement central. Il lance sa réserve. Une compagnie du 1er bataillon du 2e REP, sous les ordres du capitaine Lott. 120 légionnaires parachutistes en contre-attaque au corps à corps. À 3 heures du matin, ils reprennent le point d'appui numéro 2. Ils passent sur les corps des Thaïs morts. Ils réinstallent une ligne de défense. La brèche est colmatée. Le combat culmine entre 3 et 5 heures du matin. Chaque point d'appui du côté et du camp est engagé simultanément. Les Viet Minh de la 312e division rejoignent l'assaut par le sud. La 316e division reste en réserve, ne s'engage pas. Le duel d'artillerie continue à saturation. Les batteries françaises tirent à cadence maximale, 4 coups à la minute sur chaque pièce. Les tubes chauffent au rouge. Les servants sont trempés de sueur. Les munitions manquent. Un pont aérien de nuit est mis en place. 2 Dakota atterrissent à Nassan sous le feu Viet Minh à 4 heures du matin. Ils déchargent des caisses de munitions. Ils redécollent immédiatement. Les artilleurs français continuent à tirer. À 5h10 du matin, le 1er décembre, le Viet Minh cesse d'attaquer. Les vagues n'arrivent plus. Les mortiers ennemis se taisent. La nuit noire du Tonkin devient un silence total, interrompu par les gémissements des blessés dans les fils barbelés. Les officiers français attendent une reprise. Elle ne vient pas. À 6 heures du matin, l'aube commence à monter. Les silhouettes des collines redeviennent visibles. Les points d'appui font le décompte des pertes. Aucun point n'est perdu. Tous ont été tenus, y compris le numéro 2 qui avait été temporairement submergé. Le camp est sauvé. Le dispositif de Salan a fonctionné. Le 1er décembre à 7 heures du matin, une patrouille de reconnaissance sort du périmètre pour évaluer le champ de bataille. Elle rapporte les chiffres. Devant les points d'appui 2, 4, 8 sont visibles environ 1200 corps de combattants Viet Minh. Les vétérans de la Légion, qui ont vu la Normandie, l'Italie, la Norvège, disent qu'ils n'ont jamais vu autant de morts serrés dans un si petit espace. Les Viet Minh survivants se sont repliés dans la nuit sans emporter la totalité de leurs morts. Ceux qui restent sur le terrain témoignent de l'ampleur de la défaite. Salan reçoit le rapport à Hanoï à 7h30. Il envoie un télégramme au Premier ministre Antoine Pinay. Na San a tenu. Objectif stratégique atteint. Recommandation de renforcement immédiat par pont aérien pour repousser une seconde vague probable. Mais Giap ne relance pas. Le 2 décembre, il transmet un ordre à ses 3 divisions engagées. Repli général. Retour aux bases arrière du Viet Bac. Abandonnement de l'opération offensive vers le Laos. Les pertes Viet Minh sont trop lourdes pour continuer. Selon les estimations françaises et vietnamiennes croisées, entre 1700 et 2000 combattants Viet Minh ont été tués dans la nuit du 30 novembre. Autant ont été blessés. Certaines compagnies de la 308e division ont perdu plus de 60% de leurs effectifs. La division doit être reformée avant tout nouvel engagement. Le Laos est sauvé.
Luang Prabang restera française jusqu'à 1954. Salan a réussi. Les pertes françaises à Nassan sont beaucoup plus légères. Environ 250 tués, environ 400 blessés. La majorité des morts sont les supplétifs thaïs du point d'appui numéro 2, submergés dans les premières heures. Les légionnaires perdent une trentaine d'hommes tués et 100 blessés. Les parachutistes du 2e REP, engagés en contre-attaque, perdent 18 hommes. Le colonel Gilles reçoit personnellement la croix de guerre avec palme, remise par Salan à Hanoï le 5 décembre. Le commandant Favreau, le commandant Bréchignac, le commandant Bijard sont tous décorés. Les légionnaires du 3e REAN reçoivent une citation à l'ordre de l'armée pour le régiment entier. C'est la deuxième fois seulement depuis la Seconde Guerre mondiale que ce niveau de citation est accordé au régiment. Salan à Hanoï tire les conclusions stratégiques immédiates. Le concept de camp aéroterrestre fortifié fonctionne. Il permet de neutraliser une offensive ennemie majeure sans engager de force de manœuvre. Il économise le sang français. Il retourne le rapport de force en faveur de la défense sur des positions choisies. Salan recommande la reproduction du modèle sur d'autres points stratégiques dans le Tonkin. Une zone particulièrement intéressante attire son attention pour un futur camp. Une vallée isolée au fond de l'ouest du Tonkin, à la frontière laotienne qu'il repère sur les cartes. Le nom vietnamien de la vallée est Dien Bien Phu. Nha San reste occupé par les Français jusqu'en août 1953. Puis Salan décide d'évacuer le camp pour rassembler ses forces en vue de nouvelles opérations. L'évacuation est parfaitement exécutée par pont aérien. 12 000 soldats et supplétifs, plus l'artillerie, sont retirés en 10 jours sans un mort. Le camp est démonté et brûlé. Les positions défensives sont détruites pour ne pas être réutilisées par le Viet Minh. Les Français rentrent à Hanoï. Le Viet Minh entre dans un Nha San vide et détruit. La campagne aéroterrestre de la haute région est terminée. Le général Henri Navarre remplace Salan comme commandant en chef en Indochine en juin 1953. Navarre étudie le rapport de Salan sur Nha San. Il conclut que le modèle est reproductible. Il choisit son propre point pour un nouveau camp aéroterrestre, la vallée que Salan avait déjà remarquée, Dien Bien Phu. Le 20 novembre 1953, l'opération Castor jette 6000 parachutistes sur Dien Bien Phu. La construction du camp fortifié commence. L'idée directrice est identique à Nha San. Une forteresse au fond d'une cuvette, ravitaillée par pont aérien, servant de piège pour les divisions Viet Minh en marche vers le Laos. Mais Dien Bien Phu n'est pas Nha San. La cuvette y est 3 fois plus large. Les hauteurs environnantes sont plus élevées et plus lointaines. La distance depuis Hanoï est 4 fois supérieure, ce qui rend le pont aérien extrêmement fragile. Et surtout, Giap a appris de Nha San. Il ne relancera pas des assauts frontaux nocturnes, il assiégera, il installera de l'artillerie lourde sur les crêtes, hors de portée des mortiers français. Il coupera méthodiquement le pont aérien, il attendra que la garnison meure de faim, de blessures, de découragement. En 55 jours de siège, en avril-mai 1954, il gagnera. Dien Bien Phu tombera. Le modèle Salan aura été renversé par le disciple qui l'avait subi. Nha San demeure cependant, dans l'histoire militaire française, la preuve que le concept aéroterrestre fortifié pouvait fonctionner. Il fallait simplement l'appliquer dans les bonnes conditions. Une cuvette étroite, des hauteurs à courte portée, un pont aérien fiable, une garnison bien commandée. Toutes ces conditions étaient remplies à Nha San. Aucune n'était remplie à Dien Bien Phu. La leçon est écrite en toutes lettres dans les archives de l'École supérieure de guerre à Paris. Elle est enseignée aux officiers français encore aujourd'hui. Une doctrine militaire n'est jamais bonne ou mauvaise en soi. Elle dépend de son terrain, de ses moyens, de son adversaire. Salan avait gagné à Nha San parce qu'il avait choisi tout cela avec précision. Navarre a perdu à Dien Bien Phu parce qu'il a négligé la moitié de ses facteurs. Le colonel Jean Gilles, vainqueur de Nha San, continue sa carrière après l'Indochine. Il commande la brigade parachutiste française en Algérie de 1955 à 1957. Il est promu général en 1958. Il joue un rôle dans le retour au pouvoir du général de Gaulle en mai de la même année. Il quitte l'armée en 1962. Il meurt à Nice en 1961. Ses obsèques sont célébrées avec les honneurs militaires les plus élevés. Le président du Conseil, le président de l'Assemblée,
Tous les principaux ministres sont présents. Le nom de Gilles est aujourd'hui donné à une promotion de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, la promotion Jean-Gilles, formée en 2010. Marcel Bijard, héros de Tulleux et acteur mineur de Nassan dans la retraite, deviendra le militaire le plus décoré de l'histoire de France au XXe siècle. Il commande un bataillon parachutiste à Dien Bien Phu. Il survit à la captivité Viet Minh. Il devient l'un des symboles de la guerre d'Algérie. Général 5 étoiles, il meurt à Tulle en 2010 à l'âge de 94 ans. Ses cendres sont dispersées au-dessus de Dien Bien Phu selon sa volonté. Une cérémonie militaire lui est rendue chaque année à Toul. Le nom de Bigard est aujourd'hui porté par plusieurs unités françaises, dont le régiment de commandement de la brigade parachutiste, ainsi que par une promotion de Saint-Cyr. Le 3e régiment étranger d'infanterie, principal artisan de la victoire de Nassan, existe toujours. Il est basé à Kourou en Guyane depuis 1973. Il assure la protection du centre spatial de Kourou et sert de force de projection sur l'Amérique du Sud. Il a combattu à Kolwezi en 1978, en Yougoslavie dans les années 90, en Afghanistan dans les années 2000, en Côte d'Ivoire, au Mali. Nassan figure sur son drapeau régimentaire à côté de Cameron, de Dien Bien Phu, de Kolwezi, de Sarajevo. Le régiment a plus de 200 batailles inscrites sur son drapeau. Nassan est l'une des victoires les moins connues du grand public, mais l'une des plus étudiées dans les cercles militaires. Le 5e régiment étranger d'infanterie, l'autre artisan légionnaire de Nassan, a été dissous en 1991 après la fin de la guerre froide et le retrait français du Tchad. Ces traditions ont été reprises par le 1er régiment étranger de génie. Le drapeau du 5e REI est conservé au musée de la Légion à Aubagne. Il porte les inscriptions Nassan 1952 et Dien Bien Phu 1954 côte à côte. La juxtaposition dit tout. La même légion, dans les mêmes vallées vietnamiennes, à 2 ans d'intervalle, dans une victoire et une défaite. C'est la légion, c'est le métier. Le Viet Minh, devenu République démocratique du Vietnam puis République socialiste du Vietnam, n'a jamais publié de bilan officiel de Nassan. Les archives militaires vietnamiennes de la période 52 restent classifiées. Les historiens vietnamiens qui ont accès partiel à ces archives estiment que Nassan a été considéré à Hanoï en 1975 comme une leçon opérationnelle importante. Il ne faut pas attaquer frontalement une position fortifiée où l'adversaire dispose de contre-batteries. Il faut assiéger et étrangler par les flancs et l'approvisionnement. Cette leçon, appliquée à Dien Bien Phu, a donné la victoire. Elle a aussi été appliquée à Khe Sanh en 1968 contre les Marines américains, sans le même succès. Le concept de camp aéroterrestre fortifié a survécu à ces 2 échecs. Il continue à être étudié dans les écoles militaires du monde entier. Aujourd'hui, Nassan existe toujours comme district de la province de Son La. L'ancien aérodrome militaire est devenu un petit aéroport civil régional. La cuvette a été partiellement urbanisée. Les traces des points d'appui français ont disparu sous les rizières et les habitations. Aucun monument ne commémore le combat. Aucune plaque ne rappelle qu'ici, dans cette vallée, 4 divisions du général Giap ont été arrêtées par 8500 soldats français en une seule nuit. Le passé colonial français au Vietnam est un sujet politiquement sensible à Hanoï. Il est plus simple de ne pas mentionner Nassan, dont les statistiques ne s'accordent pas avec le récit officiel de la libération nationale. En France, une plaque discrète existe à la salle d'honneur du 3e régiment étranger d'infanterie à Kourou. Elle porte les noms des 31 légionnaires du régiment tombés à Nassan dans la nuit du 30 novembre au 1er décembre 1952. Chaque année, le 1er décembre, le régiment tient une prise d'armes en mémoire. Le drapeau régimentaire est présenté aux légionnaires en position. Un caporal en service lit à voix haute les 31 noms. Puis un légionnaire choisi parmi les jeunes engagés de l'année dépose une gerbe, puis le régiment défile devant la plaque au pas cadencé. C'est ainsi que le 3e REI honore Nassan, discrètement, chaque année, sans caméra, sans presse, en légion. À l'école supérieure de guerre à Paris, la bataille de Nassan fait l'objet d'un cours entier dans le module opération défensive. Les élèves officiers français, mais aussi étrangers, étudient le plan de Sallan, la construction du camp, les décisions de Gilles pendant la nuit du 30 novembre. Ils étudient également, en parallèle, la bataille de Dien Bien Phu. Le professeur pose alors la question finale du cours. Comment se fait-il que le même concept ait produit la victoire dans un cas et la défaite dans l'autre? La réponse est celle-ci.
Une doctrine militaire, comme un outil, ne vaut que par le contexte dans lequel elle est utilisée. Na San a été fait avec précision et modestie. Dien Bien Phu a été fait avec précipitation et arrogance. C'est la seule différence. Elle a suffi à faire perdre l'Indochine à la France.